Alors, Julian Assange a découvert un élément clé de la sociologie de la guerre. Le voici. L'une des choses encourageantes que j'ai découvertes, c'est que presque toutes les guerres qui ont commencé au cours des 50 dernières années ont été le résultat de mensonges des médias. Les médias auraient pu les arrêter s'ils avaient cherché plus profondément. S'ils n'avaient pas réimprimé la propagande gouvernementale, ils auraient pu les arrêter. Mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie en gros que les populations n'aiment pas les guerres. Et les populations doivent être trompées pour entrer en guerre. Les populations n'entrent pas volontairement et les yeux ouverts dans une guerre. Donc, si nous avons un bon environnement médiatique, alors nous aurons également un environnement paisible. Ce qui est important dans son observation, c'est que vous avez besoin de certains mécanismes dans la société pour pouvoir vendre la guerre aux populations, en particulier aux sociétés démocratiques, mais aussi à toutes les autres sociétés. Chaque fois que vous avez une guerre, vous avez besoin qu'une grande partie de la société, au moins les personnes qui portent les armes et ensuite tuent, soient réellement de votre côté, n'est-ce pas? Vous avez besoin qu'elles croient que ce que vous dites de la situation politique actuelle est correct et qu'elles doivent se précipiter dans la bataille et tuer les autres hommes et femmes, et dans des cas extrêmes, tuer tout le monde d'un groupe ethnique, au point que seul le génocide atteindra l'objectif que nous voulons, ce qui est ce que nous voyons actuellement entre Israël et Gaza et la Palestine. Mais le point est que vous devez vendre une vision très particulière du monde, et une vision du monde qui n'est pas inhérente aux gens. Julian Assange a tout à fait raison à ce sujet. Les gens, par défaut, ils veulent s'entendre les uns avec les autres. Ils veulent partager la nourriture. Si vous entrez dans la maison d'un inconnu, le plus souvent, la première chose qu'on vous demande, c'est si vous voulez boire quelque chose ou si vous avez mangé. Notre instinct de base, lorsque nous rencontrons des gens dans un environnement où nous ne nous sentons pas menacés et où nous nous sentons en sécurité, est de nous entendre avec les autres. C'est pourquoi nous enseignons cela aux enfants, n'est-ce pas? Mais alors, si vous nous mettez dans de très grands groupes, comme les États-nations et plus grands encore, comme la société mondiale entière, alors soudain quelque chose se brise. Soudain, certains mécanismes commencent à se mettre en place, qui mènent alors à la guerre. Alors, vraiment, chaque fois que nous voyons la guerre, nous devons comprendre que les mécanismes sociologiques qui ont convaincu des populations entières que la guerre est un composant nécessaire pour avancer politiquement ont déjà eu lieu, n'est-ce pas? Donc les médias sont l'un de ces composants. Un autre est bien sûr, pour les États-Unis, le complexe militaro-industriel. Mais vous savez, pensez-le en termes plus larges, d'accord? Pensez à toute l'industrie militaire en Occident, mais aussi dans d'autres pays, qui, si elle produit des incitations monétaires pour les politiciens et les chefs d'entreprise, à suivre des processus qui mènent ensuite à l'utilisation de leurs produits. Alors, vous créez un autre de ces composants de la sociologie de la guerre, qui joue ensuite sur d'autres composants de la structure sociale. Les think tanks, comme les universités, quand soudainement, cela devient un crime de dire qu'une résolution pacifique d'un conflit ou une voie pacifique en avant ou des négociations serait la bonne chose et que des professeurs sont expulsés des universités et des choses comme ça. Nous voyons cela encore et encore. Et c'est juste cette partie que je veux discuter, c'est ces processus de pensée qui sont soit propices à la guerre, soit des processus de pensée qui sont propices à arrêter le phénomène de la guerre. Donc, par exemple, l'argument selon lequel nous sommes forcés de faire X. L'autre côté a fait quelque chose, et donc la seule option restante est le combat. C'est une croyance et un argument très simple, alors pour justifier l'utilisation d'armes. Donc c'est la chose que j'appelle la logique de la guerre. Nous avons ces tendances à associer ensuite les récits qui nous sont nourris dans les médias avec des solutions de résolution de problèmes.
C'est pourquoi les narratifs sont si importants. C'est pourquoi Julian Assange a tant insisté sur les médias. C'est pourquoi il a publié tous les mensonges des États-Unis et de l'Occident, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il est en prison. Il n'est pas en prison parce qu'il ment. Il est en prison parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il a révélé des choses qui ont endommagé les narratifs. Et tous les États font cela. Toutes les grandes puissances qui veulent pouvoir utiliser la force militaire à leur avantage doivent être capables de vendre certains narratifs sur ce qu'est le monde à leur population. Le lien que nous pouvons briser est soit nous le brisons au niveau du narratif et trouvons des moyens de faire circuler réellement des informations impartiales. C'est pourquoi, vous savez, les États-Unis s'attaquent actuellement à TikTok. Les États-Unis s'en prennent à d'autres plateformes médiatiques, l'Union européenne également. La Chine a fermé, je veux dire. Elle est fermée à Google. La Chine n'est pas un espace d'information libre, la Russie non plus. Ainsi, les grandes puissances doivent contrôler l'espace d'information. C'est une condition préalable au contrôle et à la logique de la guerre pour qu'elle puisse avoir lieu à la fin. Donc, c'est absolument, je pense, un phénomène très naturel, et pas même un, je pense, guidé par une influence maligne, par les souhaits malins, mais je pense que c'est probablement plus le résultat d'un processus naturel de comment de grands groupes de personnes vivent ensemble. Nous avons ce bug dans le système que dans de grands groupes, nous commençons à faire la guerre et nous commençons à produire ces mécanismes sociologiques qui aboutissent ensuite à la guerre. Donc, la première manière de briser cela est avec les médias. C'est ce que Julian Assange a essayé de faire avec Wikileaks et ainsi de suite. La deuxième approche consiste à se méfier des sophismes de la logique de guerre. Parce que même si on vous vend une certaine narration, le point où la pensée critique peut encore vous empêcher d'adhérer à la narration de guerre est lorsque vous reconnaissez que certains schémas logiques ou manières de donner un sens au monde, certaines chaînes, une chaîne logique, disons, qui existe, qu'il y a une chaîne logique que vous suivez et qui vous mène à la seule réponse possible, qui est la guerre. Voici mes exemples. Si vous croyez à la narration occidentale selon laquelle, le 24 février 2022, Vladimir Poutine est devenu fou et a juste envahi l'Ukraine parce qu'il est fou et maléfique, alors la conclusion logique est que nous devons nous opposer à cela, surtout si vous croyez que la prochaine cible sera la Pologne, et ainsi de suite. La seule conclusion logique est que nous devons nous opposer à cela. Nous devons combattre. Voilà, cette réaction en chaîne, n'est-ce pas, d'une narration à une conclusion. L'autre du côté russe, bien sûr, est si vous croyez que l'expansion de l'OTAN représente une telle menace énorme pour votre pays que vous n'avez d'autre choix que de combattre, alors vous devez combattre. La même logique s'applique pour les deux côtés de la narration, n'est-ce pas? Et je ne juge pas si l'une des deux narrations est juste, d'accord? Je souligne juste qu'il existe des manières, si ceci est un raisonnement déductif, qui vous amène ensuite à juger que la violence militaire, est nécessaire. Prenons Haïti actuellement. La narration principale occidentale néoconservatrice est que Haïti est dans un désordre total. Les Haïtiens sont incapables de régler leurs propres affaires. Les voyous et les gangs dans les rues prennent le contrôle. Si Haïti même, si le peuple n'est pas capable de se protéger de sa propre destruction, alors il faut une force d'intervention extérieure, et c'est ce sur quoi travaillent les néoconservateurs en ce moment. Donc, il y a cette déduction, cette chaîne de pensée très logique qui vous mène ensuite à l'intervention militaire. Maintenant, c'est l'autre niveau sur lequel nous pouvons résister. C'est pourquoi je continue de souligner que la logique de la neutralité fait le contraire. La logique de la neutralité dit « Je ne sais pas quel côté a raison. Je n'ai pas assez de moyens de juger quelle narration est correcte. Par conséquent, je ne vais tout simplement pas participer. » Et dès que vous ne participez pas, vous retirez en fait un élément qui pourrait aggraver les guerres. La logique de la neutralité ne se débarrasse pas des guerres,
Elle empêche juste qu'elle se propage dans une certaine mesure. Cela pourrait aussi être très très méchant et injuste, parce que naturellement, vous n'aidez pas la victime. Mais la question est, qui est la victime? Parce que les deux côtés dans une guerre prétendent toujours qu'ils sont la victime. Donc je vous laisse avec ceci. Que ne soyez pas juste attentifs aux narrations qu'on vous vend. Soyez attentifs à votre propre raisonnement. Et quand votre raisonnement dit effectivement que, eh bien, nous devons combattre, alors on vous a vendu la guerre. La question est alors, est-ce juste ou non? Et je ne peux pas répondre à cela. Je veux juste souligner cela. Nous avons le niveau narratif, et nous avons le niveau logique, le niveau argumentatif, le niveau déductif, sur lequel la guerre et la violence dans nos esprits deviennent possibles. War and violence in our minds becomes possible.